Interview du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, S.V. Lavrov, avec le groupe de médias Étoile Rouge pour le film « La diplomatie comme mode de vie. Je préfère la sincérité ». 21 mars 2025. À l'époque où vous travailliez à l'ONU, dans quelle mesure aviez-vous le sentiment que la position de notre gouvernement, que vous relayiez, correspondait à votre intuition personnelle de la manière dont la Russie devait être représentée sur la scène internationale? Je fais principalement référence aux années 1994 à 1996. Sur la plupart des questions, la position du gouvernement russe de l'époque était formulée à grands traits. L'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU portait principalement sur des problèmes africains, ainsi que sur certaines questions asiatiques, latino-américaines et des Caraïbes. À cette époque, notre gouvernement accordait une attention prioritaire au vecteur occidental. Les travaux se concentraient sur les relations entre le groupe des Sept et la Russie. En 1994, B.N. Yeltsin avait été invité à Naples. L'objectif était de créer les conditions pour approfondir le partenariat avec l'Occident. Comme il s'est avéré par la suite, ou plutôt, cela est devenu évident assez rapidement, mais tous nos politiciens et citoyens ont pu s'en rendre compte. Ce partenariat nous plaçait dans le rôle du petit frère. On nous assignait ce rôle. C'était, bien sûr, une erreur monumentale. Aujourd'hui, de nombreux analystes occidentaux écrivent dans leurs mémoires qu'il n'y avait aucun sens à élargir l'OTAN et à maintenir la Russie à l'écart. Mais l'objectif était alors d'intégrer le groupe des Sept. Même dans les années 2000, nous n'avons pas renoncé à poursuivre nos efforts pour développer la coopération avec l'Occident. En ce qui concerne l'ONU, le plus grand désaccord dont je me souviens pendant ma période de travail remonte à 1999, lorsque Belgrade a été bombardé sans aucune discussion au Conseil de sécurité. Pendant 78 jours, cette violation flagrante du droit international et des engagements au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, a persisté. Il faut reconnaître que cette aventure a été fermement condamnée par B.N. Yeltsin. Mais c'était déjà en 1999, lorsqu'I.S. Ivanov était ministre des Affaires étrangères. Avant lui, après A.V. Kozyrev, il y avait E.M. Primakov, notre grand maître. À partir de M. Primakov, nos actions en matière de politique étrangère ont commencé à évoluer vers la multipolarité. On ne l'appelait pas encore ainsi à l'époque, mais E.M. Primakov a légitimé ce concept dans le lexique diplomatique, en plaidant officiellement pour la promotion des intérêts d'un monde multipolaire. La Charte des Nations Unies contient de nombreux principes. Aujourd'hui, l'Occident ne semble voir que l'intégrité territoriale. Pourtant, il y a aussi le principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples, ainsi que le principe du respect des droits de l'homme, y compris les droits linguistiques et religieux. Nous attirons aujourd'hui l'attention de l'Occident sur le fait que, lorsqu'ils discutent de tout autre problème, que ce soit le Venezuela, la Corée du Nord, l'Iran, l'Inde, l'Arabie saoudite ou pratiquement n'importe quel pays, ils ont des critiques à formuler concernant les droits de l'homme. Du moins, sous l'administration de Joe Biden, cela figurait presque parmi leurs points clés. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, les droits de l'homme ne sont tout simplement pas évoqués. Pourtant, en Ukraine, des lois ont été adoptées, c'est le seul pays au monde à avoir fait cela, interdisant l'utilisation de l'une des langues officielles de l'ONU dans tous les domaines. Le gardien de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général à Guterres, reste silencieux. J'ai discuté avec lui à plusieurs reprises. Mais c'est un autre sujet. Le secrétariat de l'ONU a été privatisé. Dans une large mesure, tous les postes clés, ou presque, sont occupés par des ressortissants des pays de l'OTAN. Ils ne cachent pas leur appartenance à l'Alliance, en violation de l'article 100 de la Charte des Nations Unies, qui exige qu'ils ne reçoivent aucune instruction d'un gouvernement et qu'ils restent impartiaux. Pour poursuivre sur les relations avec l'Occident, au début des années 2000, nous y étions intéressés. Le président V.V. Poutine a mené une politique qui a permis à la Russie de devenir un membre à part entière du groupe des 8. Nous avons également développé d'autres axes de travail avec l'Occident. Il y avait notamment l'OSCE, qui existait depuis toujours. En plus de cela, il y avait le Conseil Russie-OTAN. À l'époque de sa création et de son fonctionnement actif, il y avait des dizaines de projets communs sur la lutte contre le terrorisme, la coopération en Afghanistan et bien d'autres domaines. Il y avait aussi le format Russie-UE, un format unique.
Des sommets avaient lieu 2 fois par an. L'Union européenne n'avait cela avec aucun autre partenaire. Plus de 20 mécanismes différents fonctionnaient au niveau des ministères des Affaires étrangères, de leurs responsables, ainsi qu'au niveau des institutions économiques, des ministères des Transports, de l'Énergie et des Affaires humanitaires. 4. Espaces communs, de Lisbonne à Vladivostok. Des sommets ont eu lieu, y compris à Khabarovsk, où les Européens se rendaient. Il y avait par exemple J.M. Barroso, alors président de la Commission européenne, qui est venu, s'est promené sur les quais de Khabarovsk et s'est exclamé « Comment est-ce possible? Nous avons volé pendant 12 heures, et pourtant, c'est toujours l'Europe. » On avait l'impression qu'il y avait des chances d'avancer. On nous dit que nous nous sommes détournés de l'Occident. Personne ne s'est détourné de qui que ce soit. Parallèlement, nous avons développé de bonnes relations avec la République populaire de Chine, l'Inde, l'Iran en l'aidant à obtenir un accord équitable sur son programme nucléaire, ainsi qu'avec d'autres pays arabes, l'Arabie saoudite, l'Égypte et l'Amérique latine. Je ne vais pas tous les énumérer. Nous agissions déjà dans l'esprit de la continuité de la politique de M. Primakov. La multipolarité signifie que vous devez être intéressé à promouvoir vos propres besoins et intérêts dans les domaines économiques, sécuritaires et autres, mais vous ne devez jamais vous fermer au dialogue avec n'importe quel pays du monde. Écouter n'engage à rien, mais souvent, de simples contacts permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération mutuellement bénéfiques. Cela correspond pleinement à la Charte des Nations Unies. Je l'ai déjà mentionné. Je ne cesse de le faire. Beaucoup disent « Écrivons quelque chose de nouveau pour l'ère de la multipolarité ». La Charte des Nations Unies est justement faite pour l'ère de la multipolarité. Elle contient une phrase clé. L'ONU est fondée sur l'égalité souveraine des États. Il n'y a rien à inventer. Tous les autres principes, y compris ceux relatifs aux droits de l'homme dont j'ai déjà parlé, y sont déjà inscrits. Le droit des nations à l'autodétermination a été au cœur du processus de décolonisation qui a débuté 15 ans après la création de l'ONU. C'est à ce moment-là que les peuples africains ont pris de l'ampleur et ont clairement compris que les colonisateurs à Londres, Paris, Bruxelles, Madrid et Lisbonne ne représentaient pas leurs intérêts ni les populations des territoires qu'ils administraient formellement. D'ailleurs, ce principe a été formalisé après la décolonisation. Les négociations ont été longues à préparer et on a débattu de ce qui était le plus important, l'intégrité territoriale ou le droit des nations à l'autodétermination. En 1970, une conclusion a été atteinte et une déclaration détaillée sur tous les principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que les interconnexions, a été adoptée. En ce qui concerne l'intégrité territoriale et le droit des nations à l'autodétermination, un consensus au plus haut niveau a été établi, stipulant que tous doivent respecter l'intégrité territoriale des États qui respectent le principe du droit des nations à l'autodétermination. Cela signifie qu'ils doivent avoir un gouvernement représentant l'ensemble de la population vivant sur ce territoire. Tout comme les colonisateurs ne représentaient pas les populations de leurs colonies en 1960, ce qui a permis à ce principe de prévaloir, en Ukraine, après le coup d'État, il a été immédiatement annoncé que le statut de la langue russe serait aboli, et ceux qui n'ont pas accepté les résultats du putsch ont été qualifiés de terroristes. À partir de 2019, une série de lois visant à éliminer la langue russe dans tous les domaines a été promulguée. Comment peut-on affirmer que ce groupe de putschistes représente les intérêts des populations du Donbass, de la Nouvelle-Russie et encore moins de l'Ukraine dans son ensemble? C'est pourquoi la Charte des Nations Unies ne doit pas être modifiée. Elle est moderne. Elle doit simplement être respectée et appliquée. Et il ne faut pas dire que, lorsque le Kosovo a déclaré son indépendance sans aucun référendum, c'est un droit à l'autodétermination, mais que lorsque la Crimée a organisé un référendum transparent avec la participation de centaines d'observateurs européens, de parlementaires et de personnalités publiques, c'est une violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Double standard, cynisme, hypocrisie, voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Pour conclure cet aperçu de cette période, je souligne encore une fois que nous n'ignorions pas les autres orientations de notre politique, notamment vers l'Est et le Sud. Nous étions intégrés dans un ensemble de mécanismes de relations avec l'Occident
comme avec aucun autre groupe de pays avec l'OTAN, l'Union européenne, le G8. À cette époque, ces mécanismes représentaient les formes de coopération les plus développées de notre politique étrangère. Sur les autres fronts, nous avions des commissions bilatérales. Nous avions et avons toujours des réunions annuelles avec les pays de l'ASEAN. Mais des mécanismes gouvernementaux aussi structurés et ancrés, nous n'en avions avec personne d'autre. Tout cela a été sacrifié du jour au lendemain parce que nous avons refusé d'accepter le coup d'État en Ukraine, longuement préparé par l'Occident, pour faire de ce pays une plateforme visant à créer des menaces militaires contre nous, à l'intégrer dans l'OTAN et bien plus encore. Nous n'étions pas aveugles. Dès 2007, à Munich, le président russe V.V. Poutine avait averti que, bien que nous travaillions avec l'OTAN, l'Union européenne et le G7, en étant déjà membres du G8, il ne fallait pas nous prendre pour des naïfs qui ne comprennent et ne voient rien. Si nous sommes égaux, travaillons sur cette base. Nous avons continué à le faire. V.V. Poutine, lors de nombreuses rencontres, a patiemment expliqué à chaque pays et partenaire du camp occidental ce qu'il entendait par son discours à Munich, au cas où certains n'auraient pas compris. Jusqu'au dernier moment, nous leur avons donné la chance d'éviter un conflit ouvert. En décembre 2021, nous leur avons dit « Vous diluez les accords de Minsk, vous créez des menaces pour notre sécurité. Signons un traité sur la sécurité européenne qui garantirait cette sécurité sans intégrer qui que ce soit dans l'OTAN. » Nous avons été ignorés. En janvier 2022, j'ai rencontré le secrétaire d'État américain de l'époque, Blinken. Il a dit que l'OTAN n'était pas notre affaire. Il pouvait seulement promettre que le nombre de missiles à portée intermédiaire qu'il déploierait en Ukraine serait limité d'une certaine manière. C'est tout. C'est encore de l'hypocrisie, de l'impunité, un sentiment d'exceptionnalisme et de supériorité. Et où cela nous a-t-il menés? Ce n'est pas pour rien que le président V.V. Poutine a déclaré lors d'un de ses grands événements l'année dernière que les choses ne seraient plus jamais comme avant février 2022. C'est-à-dire qu'il espérait jusqu'en février, tout en comprenant la vanité de ses espoirs. Mais il leur a donné une chance jusqu'au dernier moment. Asseyons-nous à la table, discutons de la sécurité, y compris celle de l'Ukraine, mais de manière à ce que les mesures prises ne sapent pas la nôtre. Tout cela était possible. Aujourd'hui, de nombreux hommes politiques, anciens membres du gouvernement et personnalités publiques, avec le recul, c'est-à-dire qu'ils partagent quelque chose avec le paysan russe qui est fort de son expérience, disent qu'il aurait fallu agir différemment. Mais les choses se sont passées comme elles se sont passées. Nos objectifs sont clairs, nos tâches sont définies, comme on le disait déjà en Union soviétique. Говорят, вот надо было делать по-другому. Вот, но вышло как вышло, теперь у нас наши цели ясны, задачи определены, как говорили еще в Советском Союзе. Au travail, camarades, c'est ce qu'on disait. En parlant de 2022, tout le monde se souvient que vous avez eu de longues négociations avec Blinken. À quel moment avez-vous compris, pour vous-même, qu'il ne serait pas possible de parvenir à un accord? Comment a été prise la décision de lancer l'opération militaire spéciale? Un mois s'est encore écoulé entre vos négociations avec Blinken et cette décision. Oui, environ un mois. J'espérais que la raison et le bon sens finiraient par l'emporter. Mais c'est l'orgueil qui a prévalu. Non seulement il y avait des plans concrets pour intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, créer des bases en Crimée, en mer d'Azov, tous ces projets existaient. Mais au-delà de ce dessein géopolitique, l'orgueil a également joué un rôle majeur. Comment cela? On leur dit « Non », ils accepteraient? Je n'exagère pas. C'est, de manière crue, ce qui les a guidés. C'est triste. Ce n'est pas du bon sens. Ce n'est pas pour rien que des Trump ne cessent de répéter, à propos de tout conflit et en examinant la position de l'Amérique, que le bon sens doit prévaloir. Quel est l'intérêt de donner des centaines de milliards à une Ukraine perdante, dont le régime ne bénéficie pas d'un large soutien? Le pays va certainement perdre. Si l'Europe veut s'en occuper, le bon sens de Washington dicte de se mettre en retrait. Oui, les États-Unis seraient prêts à aider, à conclure des accords économiques, mais ils leur ont déjà donné assez d'armes. À l'époque, c'était l'idéologie qui primait. L'orgueil a joué un rôle non négligeable dans les événements tragiques auxquels l'Occident s'est heurté. Si nous parlons de la période actuelle, nous nous souvenons que le président de la Fédération de Russie, V.V. Poutine, a déclaré que le ballon était dans leur camp. Pour beaucoup, les négociations à Riyad ont été une surprise. Quel travail préparatoire avez-vous mené
Et quand l'avez-vous commencé pour que ces négociations aient lieu? Il n'y a eu aucun travail préparatoire. Les présidents se sont appelés à l'initiative de Trump. Ce ballon, le président Vladimir Poutine le lui avait renvoyé en 2018 à Helsinki, lors de la conférence de presse après la Coupe du Monde. C'était le ballon officiel de la FIFA. Trump l'a attrapé, l'a fait tourner et l'a lancé aux membres de sa délégation assis devant lui. Nous avons tous considéré que ce n'était pas Trump qui avait rompu les relations, mais Joe Biden. Mais cela reste un seul et même pays. Trump en était parfaitement conscient et a pris l'initiative d'appeler lui-même. Juste avant cela, il avait envoyé en Russie un de ses proches conseillers pour un échange détaillé. Ensuite, lors de la conversation téléphonique, à son initiative, il a été convenu de se rencontrer à Riyad. Nous nous y sommes rendus 3 jours après l'appel téléphonique. Il n'y a donc eu aucune préparation bilatérale. Bien sûr, chaque équipe s'est préparée. Nous, au ministère des Affaires étrangères, eux, au département d'État. Ce fut une conversation tout à fait normale entre 2 délégations. Ce qui est frappant, c'est que cette normalité ait été perçue comme un événement sensationnel. Cela signifie que nos partenaires occidentaux, durant le mandat de Joe Biden, ont réussi à façonner l'opinion publique mondiale au point qu'elle perçoit une discussion normale comme quelque chose d'extraordinaire. Nous ne penserons jamais de la même manière sur toutes les questions de la politique mondiale. Nous l'avons reconnu à Riyad. Les Américains aussi. D'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Là où nous avons des intérêts communs, le bon sens dicte qu'il serait absurde de ne pas en tirer parti pour les traduire en actions concrètes et obtenir des résultats mutuellement bénéfiques. Là où nos intérêts divergent, comme l'a également souligné le secrétaire d'État américain M. Rubio, la responsabilité des grandes puissances est d'empêcher que ces divergences ne dégénèrent en confrontation. C'est exactement notre position. D'ailleurs, c'est le modèle sur lequel reposent les relations entre les États-Unis et la Chine. Ils ont d'énormes désaccords. Les Américains imposent de nombreuses sanctions à la Chine pour affaiblir un concurrent. Certes, pas autant que contre nous. Ils instaurent des droits de douane de 100% sur les véhicules électriques. C'est de la concurrence déloyale. Mais revenons au modèle relationnel. Malgré ces différends et les accusations récurrentes des dirigeants et ministres américains et chinois sur les actions de l'autre camp, qu'il s'agisse d'économie, de politique ou de sécurité, le dialogue entre Pékin et Washington n'a jamais été interrompu. Lisez comment les ministres chinois parlent des plans occidentaux dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale. L'opposition est très vive. Je comprends nos collègues chinois lorsqu'ils rappellent que l'Occident affirme soutenir la politique d'une seule Chine, ce qui signifie que la Chine est unie et que Taïwan en fait partie. Mais après avoir affirmé cela, ils disent en même temps que le statu quo ne doit pas être modifié. Or, qu'est-ce que le statu quo? C'est un Taïwan indépendant. Il y a donc beaucoup d'hypocrisie. Ce n'est pas un hasard si, récemment, un représentant du ministère chinois de la Défense a déclaré que la Chine était fermement engagée en faveur d'un règlement pacifique, mais qu'elle n'excluait pas l'usage de la force si on cherchait à la duper. C'est à peu près ainsi qu'il l'a formulé. Malgré tout cela, le dialogue entre Pékin et Washington n'a jamais été interrompu. Je pense que c'est exactement ce modèle qui devrait prévaloir dans les relations entre tous les États. D'autant plus entre la Russie et les États-Unis, qui, d'un côté, peuvent trouver des intérêts communs et accomplir beaucoup de choses utiles ensemble, et de l'autre, ont l'obligation, en cas de divergence, de ne pas laisser la situation dégénérer en conflit armé. En parlant des États-Unis, en nous rappelant combien de secrétaires d'État ont changé. Et de secrétaires d'État femmes. D'accord, disons secrétaire d'État femme. Soyons politiquement corrects d'un point de vue grammatical. Ils n'ont pas de normes grammaticales comme nous. Mais n'est-ce pas vexant pour une femme d'être désignée au masculin? Secrétaire d'État, c'est bien un nom masculin. Dans notre histoire, le terme secrétaire au féminin évoque une toute autre image. Bon, d'accord, disons directrice du département d'État. Comment avez-vous réussi à dialoguer avec des interlocuteurs qui changeaient constamment, alors que l'orientation générale de la politique américaine à notre égard restait toujours la même? Seuls les visages changeaient. Les visages changent. Nous avions déjà dit, dès la première élection de Trump,
que beaucoup de nos politiciens étaient tombés dans l'euphorie. C'est encore le cas aujourd'hui. Les États-Unis ont toujours le même objectif, être la première puissance mondiale. Sous J. Biden, sous B. Obama, et globalement sous les démocrates, ils ont cherché à y parvenir en soumettant tout à leur influence, en achetant des alliances, comme ils le font avec l'OTAN, comme ils l'ont fait avec le Japon et la Corée du Sud, en créant des avant-postes militaires intégrant des éléments nucléaires sous l'égide de l'OTAN. Des Trump, lui, est pragmatique. Son mot d'ordre est le bon sens. Cela signifie, tout le monde le voit, une nouvelle manière de mener les affaires. Mais l'objectif reste le même. MAGA, Make America Great Again. Désormais, il a une nouvelle casquette. Tout ce que des Trump a promis, il l'a fait. Cela donne un aspect humain à la politique, en cassant les schémas bureaucratiques bien établis. C'est pourquoi il est intéressant. Son équipe, le secrétaire d'État M. Rubio et le conseiller à la sécurité nationale M. Waltz, sont des personnes tout à fait rationnelles dans tous les sens du terme. Ils discutent avec nous sans chercher à nous commander, et nous ne leur donnons pas d'ordre non plus. Deux grandes puissances se sont simplement assises à la table pour parler, analyser ce qui ne fonctionne pas et voir ce que leur prédécesseur a démoli en 4 ans en coupant tous les canaux de communication et en imposant une avalanche de sanctions, entraînant l'expulsion des entreprises américaines et des pertes de plusieurs centaines de milliards de dollars. Les secrétaires d'État se succèdent. Ils doivent sûrement se dire, comment se fait-il que je sois là pour 2 ans, alors que lui est toujours en poste? C'est probablement ce qu'ils pensent de moi. J'ai entretenu des relations de travail normales avec tous les prédécesseurs de M. Rubio, en l'occurrence, Blinken, que ce soit avec Ash Clinton ou Rice. M. Albright avait pris ses fonctions avant que je ne devienne ministre, mais nous avons travaillé en étroite collaboration. Elle est décédée récemment, et j'ai envoyé mes condoléances à sa famille. Avec J. Kerry, nos relations étaient excellentes, tant sur le plan professionnel que personnel. Jusqu'à récemment, nous échangions encore des SMS, comme avec d'autres anciens collègues. Mais cela appartient au passé désormais. L'un de mes anciens collègues, pas J. Kerry, m'a envoyé ses condoléances après l'attentat au Crocus City Hall, mais il m'a demandé de ne pas le rendre public. Voilà où nous ont mené J. Biden et toute cette bureaucratie européenne bruxelloise, non élue par les citoyens. Il existe encore une tradition de rencontres entre l'ASEAN et ses partenaires, États-Unis, Chine, Japon, Inde, Australie, Russie. Ces réunions ministérielles ont lieu 1 fois par an. Jusqu'à récemment, une tradition, interrompue par la pandémie de Covid-19, voulait que chaque délégation prépare un petit spectacle pour le dîner de gala. Nous écrivions toujours des sketchs humoristiques. Cette tradition avait été instaurée par Primakov, qui, 3 ans avant mon retour de New York, avait monté un numéro avec M. Albright inspiré de West Side Story. Il jouait un personnage masculin, tandis qu'elle chantait la partie féminine. Cela créait une certaine camaraderie, peut-être même une familiarité. Mais à l'époque, cela resserrait les liens. Cependant, cette atmosphère chaleureuse ne permettait pas de surmonter l'essentiel, à savoir le profond désaccord sur l'expansion constante de l'OTAN vers l'Est, qui nous était inacceptable. Avec Rice, nous avons aussi joué un sketch, notre délégation était sur scène, et elle jouait du piano du côté américain. J'ai encore des photos où nous sommes ensemble, elle assise au piano. Nous avons eu des discussions utiles, intéressantes et franches, même si nous étions loin d'être d'accord sur tout. Nous avons tenté de nous convaincre mutuellement. C'était pareil avec Ash Clinton. Il n'y avait pas cette agressivité que nous avons pu voir, je ne citerai pas de nom, dans les yeux des principaux responsables de la politique étrangère de l'administration Biden. Avec J. Kerry, nous avons sans doute battu des records. Un de nos collègues avait fait les comptes. En 2016, entre nos rencontres et nos appels téléphoniques, nous avons échangé 60 fois. Nous avons accompli beaucoup de choses, notamment en évitant une catastrophe en Syrie. En 2015, sur instruction des présidents B. Obama et V. Poutine, nous nous sommes mis d'accord sur l'adhésion de la Syrie à l'OIAC et la destruction de son arsenal chimique. Cela a été fait, et l'organisation a même reçu le prix Nobel de la paix pour cela. 1 an plus tard, l'Occident a pourtant recommencé à affirmer que le président syrien Assad n'avait pas tout déclaré, alors que ce même Occident avait voté pour reconnaître que le dossier était clos. Ce manque de fiabilité, cette volonté permanente de tricher, ne suscite que du regret, au minimum.